Pour le dernier topo de cette journée des référents, donc on va parler urinaire. On accueille Mathieu Laforie, qui est infectiologue à l'hôpital Saint-Louis et qui règle sa caméra. Qui coordonne les nouvelles recommandations concernant la prise en charge des infections urinaires masculines avec quelques révolutions à la clé. Donc, les recommandations ne sont pas encore officiellement parues, donc vous en avez la primeur. Mathieu, si tu nous entends, je te laisse la main pour cette présentation. Merci d'être avec nous. Merci Willy, bonjour à tous. Ok, donc merci pour cette présentation. Donc je suis PH en infectieux à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et effectivement, parce que c'est pas tout à fait fini, coordonne ce groupe de mise à jour des recommandations de prise en charge des infections urinaires de l'homme, dont le groupe dont Willy fait partie. On est quasiment au bout, c'est toujours extrêmement long, mais ce que je vais vous montrer, c'est à peu près gravé. Et s'il y a des modifications, ce sera à la marge pour des recommandations que j'espère voir paraître en mars ou avril. Voilà. Alors, les points importants, n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation, c'est pas un souci. C'est que c'est des recommandations qui concernent donc l'infection urinaire de l'homme adulte en communautaire. Donc, on n'a pas fait de points spécifiques pour les infections de l'enfant, les patients immunodéprimés, patients qui ont une sonde urinaire vésicale urétérale ou une néphrostomie, vessie neurologique ou pour ce qui concerne les infections urinaires nosocomiales ou récidivantes. Et je commence par un petit cas clinique qui va amener un peu à la première, premier concept un peu nouveau, révolutionnaire. Oui, il y a d'autres trucs plus révolutionnaires que ça, mais en tout cas nouveau. Donc un patient de 66 ans qui consulte pour des symptômes qui sont apparus depuis 6 jours et qui sont les suivants: des brûlures périmictionnelles, une urgenturie et une incontinence à l'effort, ce qui est donc inhabituel chez lui. Il a comme antécédent une hypertension, un diabète et une myélodysplasie. Et à l'examen, il y a pas grand-chose, puisqu'il est apyrétique, l'état général est conservé, pas d'anomalie d'examen et donc on a ce patient avec des symptômes, urinaires présentés. Et donc la première question, c'est, pour vous, quel est le diagnostic, chez ce patient-là? Puisqu'il va falloir le prendre en charge, pour ses symptômes. Est-ce que c'est une cystite aiguë? Est-ce que c'est une prostatite aiguë? Est-ce que c'est une pyélonéphrite aiguë? Est-ce que ce sont des symptômes liés à l'hypertrophie bénigne de prostate? Ou est-ce que c'est des signes de cancer de prostate? Donc je vous laisse y réfléchir un peu et donc pas très longtemps, voilà, le diagnostic, c'est celui d'une cystite aiguë. Donc c'est ça qui est vraiment nouveau et je vais en discuter juste après. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous faites comme examen, complémentaire? Bandelette urinaire, ECBU, hémoculture, dosage EPSA, CRP dans le sang. Alors la réponse la voilà, un ECBU, donc il y a un seul examen à faire, c'est un ECBU. Alors, si on regarde plus en détail maintenant, donc la nouveauté, c'est que, de d'écrire noir sur blanc ou rouge sur blanc que la cystite aiguë existe chez l'homme. Donc ça, c'est une nouvelle entité, en tout cas considérée comme telle en France. Ça l'est déjà dans pas mal de pays et depuis assez longtemps. Les dernières recos aux États-Unis, je ne sais pas si c'est une référence, mais ces dernières recos, en tout cas, qui sont sorties l'été dernier, parlent aussi de cystite aiguë chez l'homme. Et le diagnostic, il est simple finalement, c'est le même type de pathologie que chez la femme et donc le diagnostic, il repose sur, des signes cliniques locaux qui sont, d'apparition aiguë ou bien potentiellement l'aggravation de signes cliniques un peu chroniques qui pourraient être liés à une hypertrophie bénigne de prostate, par exemple, et qui sont plus ou moins associés. Donc soit brûlure urétrale permictionnelle, pollakiurie, urgenturie, dysurie, icturie, douleur de l'hypogastre. Donc des choses assez standards qui font penser qu'il y a une inflammation de la vessie. Peuvent être, peut être associé à ces signes, une hématurie macroscopique et je ne sais plus si j'y reviens après. Ce qu'on a bien discuté aussi, c'est qu'une hématurie macroscopique isolée
n'est pas le signe d'une cystite ou d'une infection urinaire. Donc elle peut accompagner les autres signes, mais si elle est isolée, c'est pas un signe qui fait penser que c'est une infection urinaire qui est à l'origine de cette hématurie. Pas de fièvre, comme chez la femme, on est sur une infection non tissulaire, en tout cas se cantonnant à la paroi de la vessie, et puis un ECBU positif, qui est le seul examen à réaliser. Pas de bandelette urinaire parce que elle n'est pas toujours très fiable chez l'homme. Elle a une valeur prédictive positive assez importante, mais négative plutôt moins bonne. Donc, quand on a des signes de cystite, on prescrit un ECBU. Alors, le patient donc a ces symptômes qui sont mal tolérés et donc qui vont faire prescrire un traitement d'emblée et que le patient va commencer une fois qu'il aura laissé déposer au laboratoire un prélèvement urinaire pour ECBU. Et alors, quel traitement, il peut y en avoir plusieurs, pourrait être utilisé, proposé chez ce patient en probabiliste? Donc la Kenberge, qui est pas tellement antibiotique, donc c'est la proanthiocyanidine, la phosphomycine trométamol, le Monuril, pivmécilinam, c'est le Selexil, nitrofurantoïne ou le cotrimoxazole, c'est le Bactrim. Donc je laisse réfléchir et je vais vous dire ce qu'on a décidé de proposer, en tout cas comme traitement probabiliste. Les traitements qu'on peut proposer en première intention sont, ces 3-là, donc la phosphomycine, le pimicilinam, la nitrofurantoïne. On a décidé qu'il y ait pas d'ordre préférentiel. La phosphomycine, c'est peut-être plus simple à mettre, en œuvre comme type de traitement, mais en tout cas, c'est ces 3 traitements qu'on a, proposés en première intention. Hem, pour ce qui est de la durée du traitement, je vais vous en parler juste après. Donc les 3 traitements proposés sont ces 3-là, phosphomycine, nitrofurantoïne, pivmécilinam. Ensuite, on revoit le patient avec le CBU. Si la tolérance est bonne, que les signes de cystite, non pardon, c'est si la tolérance, contrairement aux patients, des signes qui font penser qu'il y a une cystite ou si c'est douteux, on peut, dans certains cas, attendre d'avoir le résultat de CBU avant de commencer un traitement antibiotique. Lorsque vous recevez le patient avec les résultats de CBU, on va traiter soit en continuant l'un des 3 antibiotiques prescrits, le germe est sensible et que ça se passe bien pour le patient, on ne change pas de traitement, donc nitrofurantoïne ou pimecilinam. Si le traitement est mal toléré, ce qui est peu probable, ou si le germe y est résistant, on pourra avoir recours à d'autres antibiotiques et par ordre, là, alphabétique, qui reste des antibiotiques dits de cystite. Ça peut être l'Amox si on a un germe sensible, phosphomycine trométamol, nitrofurantoïne, pimicilinam ou trimétoprime. Donc on a mis trimétoprime et pas Bactrim, trimétoprime sulfaméthoxazole, les taux de résistance étant très, très proches et la tolérance attendue meilleure avec le trimétoprime, parce que probablement moins d'allergies, puisqu'il n'y a pas la composante, le sulfaméthoxazole, qui est souvent à l'origine d'allergies. La durée du traitement, elle est de 7 jours pour l'ensemble de ces antibiotiques, sauf pour la phosphomycine, où on recommande un traitement en 3 prises espacées de 48 heures, donc une dose de 3 grammes à J1, une suivante à J3 et une dernière à J5. À l'occasion de ces recommandations, un groupe de travail a essayé et a réussi à trouver, et ce qui était pas publié jusque-là, des données de CBU fait chez des hommes uniquement, en cas de suspicion d'infection urinaire ou d'infection urinaire. Il est possible que certains hommes n'aient pas d'infection urinaire et ce qui nous donne les données épidémiologiques suivantes, c'est que Escherichia coli est bien le germe qui vient en tête, comme pour les femmes, mais vous voyez que c'est uniquement 40 des cas. Puis, on a les autres entérobactéries, avec un cocktail d'entérobactéries. Klebsiella, c'est 7 Proteus 5 et le fécalis est présent là dans 14 des cas. Si maintenant on s'intéresse aux données de résistance de ces ECBU, on va regarder essentiellement coli, puisque c'est quand même le germe prédominant,
on a des données qui sont attendues, qui montrent une résistance à l'amoxicilline dans 50 des cas, donc pas possible d'utiliser ce traitement en probabiliste. À l'amoxicilline plus acide clavulanique, l'Augmentin, dans 25-35 des cas, donc pas en probabiliste non plus. Et d'ailleurs, on l'a pas mis en curatif, de même que vous avez vu qu'on n'a pas mis les quinolones, parce qu'on considère qu'avec les antibiotiques que je vous ai listés, on devrait trouver ce qu'il faut pour traiter une cystite. Et donc éviter d'utiliser ces antibiotiques à plus large spectre. La résistance au quinolone est assez élevée. Elle est, vous voyez, entre 16 et 20 et la résistance au Bactrim, elle est autour de 25-30. Et donc si on regarde les autres, antibiotiques qu'on peut utiliser, nitrofurantoïne, pardon, on a un taux de résistance qui est extrêmement bas. La phosphomycine aussi, donc on est, un tout petit peu on est en dessous de 1 pour, la furadentine et autour de 1 pour la phosphomycine. Et puis, le méthyldiname, il est ici, on est un peu plus élevé à 7. Bon, c'est pour ça que moi je trouve que la phosphomycine en première intention, c'est plus simple et il y a moins de résistance, en tout cas de Escherichia coli. Et sinon, bon, vous voyez que les aminosides, la glycacine, est très actif, mais pour une cystite, on l'utilise de façon pas habituelle. Et les C3G ou la thémocyline, on a, un taux de sensibilité qui est à peu près, est proche entre les 2 molécules, puis pératazole un petit peu moins. Mais là, on est encore dans le cadre d'une cystite pour le patient dont je vous parle, donc c'est des antibiotiques qu'on va pas utiliser pour, traiter une cystite, mais pour traiter des infections urinaires fébriles. Alors si on continue avec, le patient, donc il a pris, vous lui avez prescrit du Molnupiravir et en fait, le patient en sortant de consultation, vous rappelle parce qu'en fait, il a été directement, à la pharmacie et là, c'est un point important de la reco et il y a un problème avec la pharmacie. En fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Heu et le pharmacien, a dit au patient que, vous auriez dû l'avertir, l'informer que le Molnupiravir est hors, AMM chez l'homme. Il aurait fallu le noter sur l'ordonnance. Le Molnupiravir n'est pas remboursé chez l'homme. Le pharmacien veut bien délivrer le traitement, mais le patient devra le payer et il aurait mieux fallu prescrire du Pilmecillam pour éviter ce problème. Donc voilà 5 items, lesquels sont faux, parce que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il va falloir essayer d'en trouver. Heu, Finalement, ils sont quasiment tous vrais, c'est-à-dire que le Molnupiravir n'a pas l'AMM pour traiter la cystite, enfin n'a pas l'AMM chez l'homme, le Pilmecillam non plus, donc ça ne changerait pas les choses et donc il aurait fallu noter sur l'ordonnance et ça va être une problématique comme on peut l'avoir déjà pour d'autres traitements, que ces traitements est bien prescrit en dehors de l'AMM, mais selon les recommandations, nationales et en attendant, alors c'est toujours, une discussion importante, les patients à qui on prescrit du Molnupiravir, même en préventif, parce que ça arrive en prévention, certains arrivent à l'avoir sans aucun problème avec leur pharmacien et sont remboursés. D'autres, c'est plus difficile de l'avoir, d'autres l'ont sans problème et ça n'est pas remboursé. En tout cas, dans l'état actuel des choses, toute prescription de Molnupiravir ou de Pilmecillam avec une carte de sécu qui commence par un 1, en principe, il y a pas de remboursement. Heu et donc c'est important vraiment d'informer les patients et de le noter sur l'ordonnance. On espère que les choses vont bouger, mais en fait, si on voulait avoir des AMM, il faudrait que les laboratoires fassent la demande et donc c'est probablement pas, ça sera probablement jamais le cas. Donc on essaie de voir, c'est un problème un petit peu plus large comme pour l'utilisation de la ceftriaxone en sous-cutané par exemple ou d'autres bêta-lactamines en sous-cutané. On va voir s'il y a moyen, enfin je dis on va voir la SPILF, est en discussion pour voir s'il y a moyen à un moment donné de pouvoir faire, rembourser, ces traitements dans le cadre de cette prescription pour cystite. Alors l'évolution, le patient, a un ECBU qui a coli. Mais il a pris une dose de Molnupiravir et puis en fait, il a de la fièvre à 38,5. Bon, c'est pas très habituel, mais c'est comme ça. Et donc vous le revoyez en urgence, l'examen est normal et rassurant, il y a pas de signe de mauvaise tolérance. Il y a pas, de signe de rétention urinaire et donc qu'est-ce que vous proposez aux patients? Dans l'examen, faut-il faire un toucher rectal? Est-ce que vous faites un bilan sanguin avec une CRP et des hémocultures, avec des PSA? Vous commencez un traitement
on probabilise par ceftriaxone, par voie IV, IM ou sous-cute, pardon. Vous faites une écho abdominopelvienne dans les 24 heures, ou bien vous proposez une hospitalisation en urgence. Je vous laisse réfléchir 3 secondes et vous montre les réponses. Donc la seule réponse là qui allait pour ce patient, c'était de commencer un traitement d'une infection urinaire fébrile par de la ceftriaxone. Alors, lorsque on a une infection urinaire fébrile et qu'on n'est pas dans le cadre d'une pyélonéphrite qui existe chez l'homme, et si on n'a pas de signe de pyélonéphrite, donc de douleur lombaire spontanée ou à l'examen, on va considérer qu'on a une prostatite aiguë. Et donc dans ce cadre-là, la réalisation du toucher rectal n'est pas spécialement particulièrement recommandée, puisqu'une infection urinaire fébrile qui n'est pas une pyélonéphrite doit faire porter le diagnostic de prostatite aiguë. Parfois, c'est pas si simple que ça, et donc lorsqu'on on a un doute, ou même lorsqu'il y a des signes de cystite, mais que les patients parlent de douleurs pelviennes qui font penser qu'il y a peut-être une atteinte de la prostate, à ce moment-là, évidemment, on peut faire un toucher rectal. Pour ce qui est des examens complémentaires, donc dans le cadre de ces patients qui sont pris en charge en ville sans facteur de gravité, il est recommandé de ne pas faire de prise de sang, donc pas de dosage de PSA dans un premier temps, et puis je vais parler des autres marqueurs après. Les PSA peuvent être augmentés lors d'une prostatite aiguë, mais dans 30 à 60 des cas, ça dépend des papiers. Et donc, des PSA normales ne vont pas exclure un diagnostic de prostatite aiguë, des PSA augmentés ne vont pas être spécifiques d'une infection de la prostate, donc pas de PSA en urgence pour asseoir ou non un diagnostic de prostatite aiguë. Deuxièmement, toujours dans ce cadre ambulatoire, les marqueurs inflammatoires, les hémocultures, l'évaluation de la fonction rénale ne sont pas recommandées de façon systématique. Si les patients ont une insuffisance rénale chronique ou des facteurs d'insuffisance, potentiellement des facteurs de risque d'insuffisance rénale, avec des médicaments rénotoxiques par exemple, évidemment, on peut à ce moment-là faire une évaluation de la fonction rénale avec une prise de sang avec la créate. Pour ce qui est de l'imagerie, elle n'est préconisée que dans 2 situations, soit en cas de sepsis ou de choc septique, donc de retentissement important de l'infection fébrile, et donc ça doit faire adresser le patient à des urgences, ou en cas de suspicion de rétention d'urine, de globes urinaires. À ce moment-là, il faut faire une imagerie en urgence et drainer les urines si une rétention aiguë d'urine vésicale ou une dilatation urétérale est vue sur l'imagerie. Deuxième indication, si dans les 72 heures de traitement adapté à l'antibiogramme, il n'y a pas d'évolution favorable, à ce moment-là, il faut faire une imagerie pour vérifier l'absence en particulier d'abcès. On a aussi pas mal discuté avec les généralistes, les gériatres qui font partie du groupe de travail, de ces critères aussi qui font penser qu'en ville, il faudrait adresser le patient à un service d'urgence, parce que c'est pas toujours simple, et donc on on a on a mis en avant un score qui est un score récent qui qui est prédictif d'un sepsis dès lors que vous avez 3 critères au moins parmi les suivants, et donc en fonction de l'examen du patient, parce que c'est des critères qui sont non spécifiques, de faire adresser le patient pour une évaluation aux urgences s'il y a un doute sur un sepsis potentiel. Donc 3 critères parmi les suivants, donc chez les gens qui ont plus de 65 ans, avec une température de plus de 38, une pression artérielle systolique de moins de 11, vous voyez que c'est pas extrêmement spécifique. Fréquence cardiaque supérieure à 110, saturation moins de 95 et troubles récents, donc nouveaux et des fonctions supérieures. Donc si on a 3 critères, on peut se poser la question d'adresser le patient à un service d'urgence. Pour ce qui est de l'obstruction urinaire ou suspectée ou confirmée, là aussi on doit adresser le patient pour confirmation après imagerie, enfin avec imagerie de cette obstruction urinaire, et pour un drainage, donc ça c'est extrêmement important. Et on le suspecte particulièrement si il y a un antécédent d'uropathie congénitale ou acquise, un antécédent de maladie lithiasique, s'il y a des douleurs intenses ou persistantes malgré la prise d'antalgiques usuelle,
Donc là, il faut se poser cette question-là et faire une imagerie, adresser le patient, pour un drainage si l'imagerie confirme une rétention d'urine. Et puis, autre critère qu'il faut prendre en compte, pour potentiellement adresser le patient à un service d'urgence, s'il y a une prise orale impossible alors qu'il a une infection fébrile, heu, avec un risque de non-observance, de déshydratation, s'il existe, et là on est dans un contexte potentiellement gériatrique, des troubles de la déglutition, des nausées, des vomissements, confusion, agitation, un contexte social, difficile, un isolement. Donc tous ces critères-là peuvent être amenés à discuter, d'adresser le patient à des urgences. En cas de déclin fonctionnel induit par l'infection, ça aussi c'est un point important, ne permettant pas le maintien à domicile. En cas de décompensation d'une comorbidité, donc nécessitant alors une hospitalisation, un diabète déséquilibré, une insuffisance rénale aiguë, si on a fait le contrôle de la fonction rénale dans le cadre d'une, insuffisance rénale potentielle liée à d'autres médicaments plus l'infection urinaire, s'il y a une décompensation cardiaque, une déshydratation, ou bien s'il y a des douleurs qui sont non contrôlées. Donc l'ensemble de ces paramètres doit faire discuter, en tout cas, d'adresser le patient à un service d'urgence. Quel antibiotique, est conseillé en probabiliste lors pour traiter une infection urinaire fébrile aiguë, que ce soit une prostatite ou une pyélonéphrite aiguë, même encore une fois si c'est rare chez les hommes? On est resté assez simple dans la recommandation. Absence de sepsis, de choc septique, donc on fait un traitement soit en ambulatoire par ceftriaxone en IV, en IM, plutôt en sous-cute, c'est quand même plus simple, ou sinon une quinolone, si pas de prise de quinolone dans les 6 derniers mois et qu'il y a une prise orale possible, lévofloxacine ou ciprofloxacine. Si un traitement hospitalier, on a simplifié en disant qu'on mettait à ce moment-là une C3G en parentérale. Et puis après pour les situations plus rares, et qui sont prises en charge, en hospitalier, en cas de sepsis, C3G, et puis une dose d'amicacine. Et puis en cas de choc septique, un traitement qui est variable en fonction du risque, ou non d'infection à bactéries résistantes au C3G. Auquel cas, si on a un risque, avéré, c'est pas toujours simple à déterminer, on utilisera un PNEM d'emblée, imiméropNEM, et une dose d'amicacine. S'il y a pas de facteur de risque d'infection à Enterobactéries résistantes au C3G, l'utilisation à ce moment-là, céfotaxime ou ceftriaxone et une dose d'amicacine. Le traitement, le traitement de relais d'une prostatite aiguë, donc là, on est resté comme sur les recommandations précédentes. Il y a 2 antibiotiques à favoriser si le germe est sensible. En première intention, le Bactrim, qu'on a mis en première intention parce que c'est un peu moins large et un peu mieux toléré. En deuxième intention, les quinolones, que ce soit Cipro, Levo ou Floxacine si l'antibiogramme vous montre que c'est bien sensible. Et puis on ouvre, un peu d'autres possibilités. S'il y a une résistance ou une contre-indication à Bactrim, quinolone, et si le traitement est devenu apéritique après un traitement parentéral, de 2 ou 3 jours de ceftriaxone, à ce moment-là, pourquoi pas discuter un traitement oral pour finir le traitement par fosfomycine 3-métamol, amoxicilline ou amoxicilline acide clavulanique. Donc on a des données, plus pour la phosphopérose d'ailleurs que pour les bêta-lactamines, d'études qui ont montré que ça semble être possible, c'est des études rétrospectives. On a aussi, des données importantes de PK/PD, je voulais pas les aborder ce soir, mais qui montrent que diffuse très bien dans la prostate de façon connue, et effectivement il y a pas mal de données là-dessus, de l'équinolone, mais aussi le cotrimoxazole, le Bactrim, aussi les bêta-lactamines qui diffusent particulièrement dans le compartiment extracellulaire, heu et on a pas mal de données qui montrent qu'elles diffusent pas mal dans ce secteur-là. Heu, pour ce qui est du traitement des prostatites à entérocoque sensibles à l'ammox, c'est-à-dire Enterocoque faecalis ou Faecium parfois, utiliser amoxicilline à la dose de 1 gramme 3 fois par jour. Et puis pour ce qui est de la durée du traitement des prostatites aiguës, on recommande 14 jours de traitement, donc on n'a pas fait plus court, même s'il y a certaines données qui peuvent faire penser que certains patients, on peut faire plus court, mais on a considéré que c'était pas suffisant pour le proposer. Et puis en cas d'abcès de la prostate, ce qui arrive quand même pas très fréquemment,
On propose un drainage s'il fait plus de 3 centimètres et s'il n'est pas drainé, de faire un traitement prolongé de 21 jours. Je reviens au patient de tout à l'heure. Donc vous avez traité par ceftriaxone pour sa prostatite aiguë et vous recevez l'antibiogramme de Escherichia coli. Le patient va pas mal, mais malheureusement, vous voyez que son antibiogramme de coli est résistant au céfotaxime, donc à la ceftriaxone, donc il est résistant au C3G. Il est sensible aux aminosides, est sensible au carbapénème et résistant au trimethoprim, au pimécylinam et au quinolone. Alors qu'est-ce que vous proposez comme traitement? Est-ce que vous proposez la céfoxytine IV? Donc là, on a une souche qui est a priori productrice d'une BLSE. Céfoxytine, thémocyline, pénème, que ce soit un méropénème IV ou ertapenem sous-cute, ou phosphomycine Peros. Alors les 3 réponses proposées sont celles-ci, céfoxytine, méropénème, ertapenem. Pour ce qui est de la thémocyline qui est souvent active sur les BLSE, elle n'a pas été étudiée sur l'antibiogramme, donc on ne peut pas utiliser si on n'a pas la preuve qu'elle est efficace, parce qu'elle n'est pas efficace à 100%. Les propositions pour traiter les prostatites documentées à entérobactéries produisant une BLSE, si le relais est possible, pas de contre-indication, bactéries sensibles, on revient au traitement d'une prostatite standard avec le bactérium en première intention et quinolone en deuxième intention. Finalement, ça ne change rien qu'il y ait une BLSE si l'antibiotique est rendu sensible. S'il n'y a pas de voie orale possible parce que contre-indication ou résistance, à ce moment-là, en première intention, on propose plutôt de ne pas utiliser les carbapénèmes, sauf signe de gravité, mais là, on n'est pas dans cette situation-là, d'utiliser des alternatives qui sont céfoxytine pour Escherichia coli, mais pas pour Klebsiella par exemple, thémocyline ou piperatazo. Et puis, si on ne peut pas utiliser ces 3 molécules, à ce moment-là, on sera traitement par imipenem, méropenem, ertapenem. Le patient, vous prenez de ses nouvelles après 7 jours, il n'a plus de fièvre depuis 3 jours, il se sent presque guéri, donc il a fait 7 jours de traitement. Comment vous gérez la suite? Donc on a vu qu'une prostatite, ça se traitait 14 jours. Alors, est-ce que vous faites ertapenem, que vous aviez commencé à poursuivre pour une durée totale de 7 jours? Donc ça, ce serait non, puisque je vous ai dit qu'on faisait 14 jours de traitement. Est-ce qu'on continue de l'ertapenem, pendant 14 jours? Est-ce qu'on peut utiliser la phospho-trométamol, le monuryl, Peros, donc phosphoperos, 1 sachet par jour pendant 7 jours, pour faire 14 jours en tout? Ertapenem, en fait, c'est 7 jours plus les 7 jours, ça ferait 14 jours, pardon. Est-ce qu'on met de la phospho pour une durée totale de 14 jours? Est-ce qu'on met de la phospho 1 par jour ou 1 jour sur 2 pour une durée totale de 14 jours? Donc là, c'est des choses qui sont assez proches. Alors, quand on traite une prostatite à BLSE, on reste sur un total de 14 jours, donc on ne traite pas plus longtemps parce qu'il y a une résistance. Donc soit on peut finir le traitement avec l'ertapenem par voie sous-cute, c'est une injection par jour qui est plus simple pour un total de 14 jours. Et on peut discuter, là aussi, la phosphomycine habituellement marche, y compris chez les BSE, mais sur les colis BSE comme chez ce patient. À ce moment-là, après 7 jours d'un traitement par ertapenem, on peut discuter de finir par la phosphomycine Peros, plutôt à la dose de 1 sachet par jour pour atteindre 14 jours de traitement en tout. Donc ça, c'est discutable à condition qu'il y ait eu 7 jours de traitement par ertapenem avec une bonne évolution. Pour finir la prise en charge de ce patient, le patient, vous le revoyez 1 mois après, il va très bien. Qu'est-ce que vous proposez comme examen clinique et paraclinique? Et en fait, c'est une question qui est très importante pour rechercher une pathologie sous-jacente qui est extrêmement fréquente, qui aurait pu expliquer cette prostatite aiguë. Donc vous ne le faites pas, mais moi je me dis que c'était assez fréquent qu'il y ait une neuropathie sous-jacente, donc vous allez le faire, en tout cas le proposer. Interrogatoire pour rechercher une hématurie et les symptômes du bas appareil urinaire. Donc en dehors de tout épisode infectieux. Un score IPSS qui permet d'analyser un peu
s'il existe tout le monde des troubles mictionnels, et faire un calendrier mictionnel, examen avec toucher rectal, dosage de PSA, échographie des voies urinaires avec résidu mesure du résidu post-mictionnel. Alors c'est tout ça qu'on me propose, donc ça aussi c'est des, on va dire, recommandations d'experts faites avec les urologues, et on vous propose, après un premier épisode d'infection urinaire masculine, fébrile ou non, donc d'interroger le patient sur des troubles fonctionnels urinaires, en dehors de ce qui se passe pendant l'infection, de voir si on a une anomalie de la prostate au toucher rectal. Le score IPSS, faire une échographie avec recherche du résidu post-mictionnel. Si vous faites tout ça, qu'il y a rien de spécial, vous faites rien de plus, on surveille. Si en revanche, ce bilan vous permet de diagnostiquer, pardon, une hypertrophie bénigne de la prostate, pas d'autre chose, à ce moment-là, mise en place d'un traitement médical. Et puis, pour les 2 situations, soit il y a une nouvelle infection urinaire qui survient, que le bilan était normal au départ ou anormal. À ce moment-là, l'idée, c'est de confier, le patient à, un urologue, et si le bilan initial, heu si l'infection s'était accompagnée initialement d'une rétention aiguë d'urine, en cas de pyélonéphrite aiguë, s'il y avait une hématurie macroscopique, si le score IPSS est supérieur à 7, et ou s'il y a un résidu post-mictionnel, et donc un résidu, on considère c'est significatif à partir de 100 ml, qu'il y a une anomalie, une induration en toucher rectal, une anomalie urologique à l'imagerie, heu, qu'il y a une étiologie urologique autre que l'hypertrophie bénigne de la prostate. Si on est dans un de ce cadre-là, ou s'il y a plusieurs éléments qui sont cochés, à ce moment-là, c'est avis urologique. On a abordé dans ces recos là, 2 autres chapitres, la pyélonéphrite aiguë, heu, qui est une entité assez rare chez l'homme, le diagnostic étant, donc la fièvre, des douleurs lombaires spontanées ou à l'ébranlement, plus ou moins des signes d'infection urinaire, des signes bas, des signes de cystite. Les particularités de la pyélonéphrite chez l'homme, c'est qu'il faudra envisager de façon systématique un scanner abdominopelvien, dans le cadre du bilan urologique, parce qu'une pyélonéphrite aiguë, chez l'homme, très, très souvent, est accompagnée, enfin est liée à une uropathie, heu et donc il va falloir dépister systématiquement, donc c'est pas la même chose que la pyélonéphrite chez la femme. Pour ce qui est de l'antibiothérapie, j'y reviens pas, ici, on a calqué la prise en charge des pyélonéphrites de l'homme sur celle des pyélonéphrites de la femme. Donc, traiter un rein infecté chez la femme, on considère qu'on doit faire le même traitement chez l'homme. Hem, on a aussi, abordé le chapitre de l'épidémie orchite, et ça, c'est un peu la grande inconnue, parce qu'il y a très, très peu de données. Finalement, il y a des recommandations qui sont celles, que donnent les sociétés qui s'occupent de dermatologie infectieux, de prise en charge des IST, mais finalement on n'a pas grand-chose dans la littérature. Donc le diagnostic est clinique, heu, donc sur une tuméfaction, d'apparition, rapide, d'un testicule et ou d'un épididyme, généralement de la fièvre. Le diagnostic différentiel peut être une torsion de testicule, donc s'il y a un doute, on fait une imagerie, mais c'est pas habituel de la faire de façon systématique. Donc imagerie, échographie, si doute diagnostic, heu, ou si l'évolution est défavorable sous antibiotiques. Il est recommandé de faire un bilan d'IST de façon systématique, chez l'homme sexuellement actif, et pas uniquement chez les hommes de moins de 35 ans. Et il y a encore quelques hommes qui ont une activité sexuelle après 35 ans, et donc il ne faut pas s'arrêter à l'âge en disant qu'après 35 ans, il y a plus d'IST. Donc il faut faire un dépistage assez facilement, des IST, et en particulier gono et chlamydia, qui pourraient expliquer, l'apparition d'une orchite ou d'une épididymite. Pour ce qui est de l'antibiothérapie et des IST, on n'a pas abordé le sujet. Si, vous avez, un ECBU qui est positif à une entérobactérie, on va traiter les hommes finalement de la même façon,
que le traitement recommandé pour la pyélonéphrite, avec une durée de 10 jours. On ne sait pas si c'était 10, 11, 12, 13, 14, parce qu'on n'a pas donné dans la littérature. Donc, généralement, il est noté 10 à 14 jours. Donc, on a préconisé plutôt le traitement de 10 jours. Si le CBU est négatif et qu'il y a une PCR gono chlamydia, on va traiter une de ces deux infections ou les deux s'il y a les deux. Si les PCR gonocoque et chlamydia sont négatives et que le CBU montre une leucocyturie sans germe, ça c'est une situation qu'on peut voir, à ce moment-là, on prendra en charge le patient comme ayant une infection testiculaire ou l'épididyme liée à une entérobactérie avec la même séquence de traitement, probabiliste par ceftriaxone ou bien fluoroquinolone et puis et relais ensuite par quinolone ou Bactrim, qui sont les deux antibiotiques recommandés dans ce cadre-là. Donc voilà, pour faire un peu rapide ce qu'on propose dans la recommandation. Donc, premier point, la cystite existe aussi chez l'homme, donc ça c'est un point important. Et ce qui en découle, c'est que le traitement est recommandé est proche, on va dire, que celui recommandé pour les cystites dites à risque de complications de la femme, donc avec des antibiotiques phosphopumicilinam furadentine pour une durée de 7 jours, sauf la phospho, 3 sachets espacés de 48 heures chacun. Donc retenir la contrainte réglementaire de prescription dans ce cadre-là, il faut bien informer le patient et notifier sur l'ordonnance. Et ensuite, ça doit s'arranger avec la pharmacie. S'il y a des pharmaciens qui sont là, on peut en discuter. Une prostatite aiguë, on recommande toujours une durée de traitement de 14 jours. Alors je dis toujours parce que c'était déjà recommandé comme ça. La recommandation d'avant disait 14 jours minimum pour les gens jeunes, moins de 50 ans, évolution favorable. Sinon 21 jours chez les autres, voire plus. Là, on dit 14 jours pour tout le monde. Ça aussi, c'est quand même un point nouveau, c'est qu'on prolonge pas le traitement. L'idée étant que de prolonger le traitement, probablement, en tout cas, on n'a pas pu montrer que ça a diminué le risque de récidive. Le problème de la prostatite aiguë, c'est qu'elle peut récidiver et de traiter 14 jours, 21 ou 28 ne semble pas modifier cette rechute d'infection urinaire. Bêta-lactamine péros, phosphomycine péros, on ouvre un peu le champ pour leur utilisation possible en relais oral pour le traitement d'une prostatite. Donc ça, c'est aussi nouveau. Et puis le point important, une infection urinaire de l'homme est habituellement liée à une uropathie. Alors, on n'en trouve pas toujours, mais donc conditionne, nécessite un complément d'investigation, interrogatoire, examen, imagerie avec recherche d'un résidu post-médical et éventuellement une consultation d'urologie en fonction des résultats de ce bilan-là. Ici, le groupe de travail de cette recommandation que je remercie encore et aujourd'hui en particulier Willy qui est avec nous. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu pour ce tour d'horizon. Vu le temps, on va peut-être passer tout de suite aux questions si ça te va. Bien sûr. Alors, une question sur Antibiocrique, bah, je vais peut-être y répondre. Effectivement, Antibiocrique n'est pas encore à jour sur ses recommandations pour la simple et bonne raison qu'elles n'ont pas été officialisées. Mais Ouais, ça me permet peut-être de te poser la question que tout le monde se pose. moi aussi. Quand vont sortir ces recommandations? Alors, ben, toi qui es dans le groupe de travail, je vais te dire un peu. Donc l'idée, c'est que là, la reco, elle est finie, elle est en anglais, elle est en relecture par les coordinateurs des sous-groupes. Donc j'ai besoin de cet avis-là et puis elles paraîtront, donc j'espère en mars ou avril, accompagnées, en fait, ça sera un numéro spécial d'Infectious Disease Now avec des textes longs sur diagnostic des infections urinaires. Ça sera un peu l'argumentaire. Il y aura un texte long sur le traitement, un texte long sur PKPD, sur le bilan urologique, avec des recours qui, elles, seront plus courtes. Mais du coup, ça prolonge un petit peu le temps d'attente, mais on devrait bientôt y arriver. Je suis assez impatient aussi là, j'avoue que on en parle depuis un certain temps. Je les ai présentés en juin dernier, déjà au GNI et moi aussi j'aimerais bien que ce soit officiel. Bon, on en cause pas mal, mais bon, officiellement bientôt.
On peut tabler sur Pâques, alors. Ben ok, c'est ça, lundi de Pâques. Vendu. Mais ne travaillez pas ce jour-là, reposez-vous, vous regardez le mardi de Pâques. J'ai deux questions sémiologie. La première sur finalement les signes qui permettent vraiment de distinguer cystite et prostatite. Donc la fièvre. Ouais, je crois que la fièvre, c'est vraiment l'élément essentiel. En tout cas, une infection urinaire avec de la fièvre et pas de signe de pyélo, bah, c'est une prostatite. Et puis, alors, on a pas mal discuté aussi, ça, des signes qui sont souvent décrits, mais qui sont rarement présents, de douleurs pelviennes, de pesanteur pelvienne. Et s'il y a pas de fièvre, ça peut poser la question d'une atteinte de la prostate. Et donc, c'est là, c'est vraiment dans ce cadre-là que le toucher rectal, donc qui permet de mettre en évidence une douleur, non pas au toucher rectal, mais à la palpation de la prostate, peut faire penser qu'il y a une prostatite, même s'il y a pas de fièvre, mais qui est sûrement un cas qui est pas très fréquent. Mais sinon, c'est des signes de cystite, vraiment comme chez la femme. Et dans la fièvre, on englobe aussi tout ce qui est équivalent de fièvre chez les sujets âgés, où c'est là que vraiment la difficulté peut se poser. Bon, ça a été de longs débats. Oui, non, mais c'est important ce que tu dis. C'est vrai qu'on sait que chez les personnes âgées, la fièvre est pas toujours présente, la symptomatologie n'est pas toujours facile à déterminer, y compris à l'interrogatoire directement. Et donc l'ensemble des signes qui font penser chez une personne âgée qu'il peut y avoir un peu un sepsis, en tout cas, même si on n'a pas une hypotension à ce moment-là, mais heu, une altération des fonctions supérieures, une agitation inhabituelle. Heu, ce qu'on a prévu à ce moment-là, c'est en tout cas de faire un ECBU. Si le ECBU est négatif, on cherche autre chose. S'il est positif, de pouvoir surveiller les patients et de traiter si on a des signes de sepsis un peu plus évidents, de pas se jeter sur le traitement malgré tout, de pas dire: «Il y a des germes dans les urines». Donc je rappelle à tout le monde, je crois que tout le monde le sait, mais les bactériuries asymptomatiques, c'est extrêmement fréquent, y compris chez les hommes, en particulier après 80 ans, mais c'est 20 de bactériuries, donc on trouvera des germes très facilement mais cette situation, elle est pas toujours simple, donc OK, enfin évidemment, OK, pour dire que si on trouve pas autre chose, que ça dure ou bien qu'il y a des signes d'aggravation, pourquoi pas traiter, la bactériurie et voir ce que ça donne. Après, je pense que c'est important dans cette situation, c'est vrai qu'on a parlé longtemps, on n'a pas été aussi loin que ça, mais c'est se dire que si on commence un traitement et qu'au bout de 3 jours, rien n'a changé, à ce moment-là, il faut arrêter le traitement et se dire: «Bah, en fait, c'était pas ça, quoi». Et ça, c'est important de savoir arrêter les antibiotiques pour éviter aussi les effets indésirables des antibiotiques. Temporiser d'une part et réévaluer d'autre part. Ouais, réévaluation, je pense que c'est un point capital. Une question sur la posologie de l'AMOX dans les prostatites à entérocoque. Le choix de 1 gramme x 3 était-il basé sur des études ou avis d'experts? Et pourquoi pas une posologie de 2 grammes x 3 si c'était le cas? OK, alors je comprends la réponse. Alors, pour détendre tout le monde, dans cette reco, il y a 75 d'avis d'experts. Cela dit, on a quand même donné des avis, pour ce qui est du coup, je reviens rapidement dessus, mais on a quand même pas mal fait le tour des PK/PD et c'est vrai qu'avec des études qui sont plus ou moins anciennes, avec des méthodologies de dosage qui sont pas toujours parfaites, mais en tout cas, clairement, on montre que quand on donne des bêta-lactamines, par voie IV ou Péros, c'est une très bonne diffusion là où elle diffuse dans le secteur extracellulaire et quand on fait de la prostate et quand on fait un dosage, généralement on fait un broyat de prostate, donc il y a une dilution de ce secteur extracellulaire et donc il faudrait en fait multiplier la concentration qu'on obtient par 5 pour avoir une réelle, valeur de la concentration dans le compartiment, extracellulaire et donc avec ces considérations-là et donc on est dans un avis d'expert, on a considéré qu'il y a pas besoin de mettre des fortes doses pour traiter une infection de la prostate, à Enterocoque fécalis et que 3 grammes suffisaient. On n'a pas d'étude qui est comparée, 6 versus 3. Clairement, en début de traitement, quand tu as une prostatite aiguë, l'inflammation fait que de toute façon, en plus, ça diffuse bien. Donc nous, on recommande cette dose-là. C'est discutable, mais on a quand même quelques arguments. Toujours sur l'AMOX, le positionnement de l'AMOX dans le traitement de relais des prostatites à coli, donc positionné mais pas en première intention dans le traitement de relais.
et savoir le choix finalement, là où sur la prostatite à entérocoque, on est évidemment sur de l'Amox Oui, recommandé. alors pour entérocoque, on a mis l'Amox, c'est le traitement de référence, c'est l'antibiotique qui a la meilleure activité intrinsèque. On a quelques données avec l'utilisation de la lévofloxacine, mais qu'on n'a pas mis spécialement en avant parce qu'on a moins de données, une efficacité intrinsèque moindre. Pour ce qui est des autres, pour les entérobactéries, on est resté donc sur les 2 antibiotiques, pour lesquels on a plus d'expérience et plus de données dans la littérature, donc c'est quand même un point important, donc c'est Bactrim et Quinolone. Mais il y a pas mal de données, enfin, il y a un peu plus que quelques données pour la fosfomycine en termes de diffusion d'une part et en termes d'efficacité. On a des études là-dessus et donc c'est pour ça qu'on l'a quand même positionné, potentiellement comme relais pour traiter une prostatite aiguë. De même que, pour l'Amox ou l'Augmentin où il y a moins de données, mais on a quelques données rétrospectives qui font penser que, après une efficacité d'un traitement parentéral initial, ce relais peut être efficace. Merci Mathieu. Il y avait encore quelques questions qu'on se permettra peut-être, si on n'a pas les réponses nous-mêmes, de te faire suivre, vu que l'heure file. Un grand merci à toi. Rendez-vous bientôt pour le grand final alors. Ouais, avec joie. Bonne soirée, puis à bientôt. Bah, en tout cas, merci à vous, et merci pour l'animation, puis à bientôt et puis bonne année à tout le monde. Bonne Ciao. année. C'est vrai que Merci à c'est une toi. thématique qui a généré beaucoup de questions dans le chat. On ne pourra pas tout aborder en cette fin de Jira, mais on tentera vraiment de faire une réponse à tous.